Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc comme d'habitude, je suis actuellement sur le S&P 500, sur les futures et minis. Donc on a eu une semaine très calme, hein, puisque de toute manière nous avons eu Thanksgiving jeudi, donc journée fériée, et ouverture des marchés juste la moitié de la journée vendredi. Donc là on peut constater effectivement, même au niveau du prix, c'est calme. Et au niveau de la structure, pour l'instant, on respecte toujours la structure, c'est-à-dire qu'on se dirige vers le haut du canal ici. Donc après, il va devenir très intéressant de voir si on va pouvoir shorter. Donc, à mon avis, on va aller vers ces niveaux, vers ici, hein. Hop, je vais prendre plutôt un rectangle parce que des niveaux précis, c'est voilà. Donc, on va aller peut-être se diriger soit vers le haut du canal, soit vers ce niveau ici de résistance ici. Donc, il va être intéressant de surveiller justement un retournement s'il y a lieu, hein, parce qu'on va voir comment ça va se passer. Mais il va être important de surveiller cette zone ici. Notamment, on peut le voir aussi sur le VIX. Le VIX, actuellement, on est en train de rejoindre une zone donc actuellement de support, hein, comme on peut constater ici. Hop. Donc, faut faire attention à la cyclicité du VIX, hein, puisque là, on est en train de rejoindre cette zone ici de support. Notamment quand on rajoute le VIX du VIX, hein, comme j'avais noté dans une de mes vidéos précédentes, c'est que le VIX du VIX bottom avant le VIX, hein, il y a toujours une décorrélation entre les deux. Donc là, on voit que lui, il a bottomé depuis novembre, début novembre, et que le VIX, lui, met un petit peu plus de temps avant de faire son bottom. Donc là, au niveau de la cyclicité, on rejoint ce rectangle ici, on a rempli ce petit gap ici. Donc, il faut faire attention au niveau de la cyclicité du VIX. Donc, ça concorde un petit peu avec l'aspect technique au niveau du S&P 500. Donc, après, au niveau de la structure, au niveau de la grande photo, on est toujours, comme j'expliquais précédemment, dans un ralentissement de croissance économique, notamment quand on regarde les indicateurs avancés comme l'indicateur avancé du Conference Board. On peut constater que, vous voyez, on est deeply, c'est-à-dire profondément négatif depuis cet été, et que généralement cet indicateur-là donne des indications 7 mois un petit peu à l'avance. Donc, c'est pour début 2023, ça risque d'être assez compliqué. Donc là, on voit que vous voyez ici, ça a commencé début 2007, hein, fin 2006, début 2007, donc ça a mis du temps, hein, ça s'est pas fait en 2 secondes, mais c'est rare qu'on reste vraiment profondément négatif, comme on peut le constater, sans avoir de récession. Généralement, on arrive toujours à rebondir pour éviter une récession, mais là, on est profondément négatif, et donc ça, c'est à prendre en considération pour rester toujours un petit peu vigilant. Cela ne veut pas dire que voilà, mais ça encourage à rester vigilant pour l'instant. Et notamment, ce sont des choses qui peuvent se voir aussi lorsqu'on regarde certains ratios. Par exemple, si on regarde le ratio matières premières obligations, généralement, il y a toujours un switch en fin de cycle économique, donc ce qu'on appelle la partie tardive du cycle, donc la fin. On voit qu'ici, vous voyez, au niveau du ratio, on a une divergence, c'est-à-dire qu'on avait une surperformance des matières premières sur les obligations pendant une grande période de temps. Et là, on a eu, donc, sur le dernier plus haut ici, on a eu une certaine divergence au niveau du RSI. Donc voilà. Donc idéalement, j'aimerais que le ratio clôture en dessous de la moyenne mobile sur 10 mois, puisque je suis sur le portrait mensuel, pour confirmer tout cela. Et bien évidemment, lorsque les obligations superforment, cela veut dire que nous sommes vraiment en fin de cycle économique, et donc on favorise des actifs un peu plus moins volatiles généralement. Bon, on a eu un bon bear market cette année, mais à cause de l'inflation, mais généralement le switch au niveau du flow, c'est-à-dire de l'argent, switch entre les deux en fin de cycle. Alors justement, j'ai parlé juste par rapport aux obligations au niveau de mon Patreon, hein. Je disais que justement pour les 12 prochains mois, il y a plus de probabilité à ce qu'il y ait un meilleur ratio en faveur, par exemple, du risk-reward pour ce qu'on appelle les obligations, puisque justement cette année on a eu une grosse baisse des obligations par rapport aux actions, et donc maintenant on est sous-évalué par rapport aux actions. Donc justement, je parle un petit peu de tout ça, et ce qui est intéressant de regarder, c'est que justement au niveau des taux, on voit que les taux longs, alors je l'ai pas ici, alors je vais le rajouter. Alors je vais rajouter le taux 10 ans par exemple.
hop, et le taux 30 ans, des taux longs, c'est-à-dire très longs. Donc là, on voit que les taux longs, c'est-à-dire 10 ans et... oh, c'est quoi ça? Voyons donc. Donc là, ça va pas ça. Hop, hop, US 10 year. On est le bon. Voilà, on voit que on peut constater, déjà ici, on va mettre en normal. Voilà, on peut voir que les taux, par exemple, on va changer un petit peu la couleur parce qu'il y a trop de couleurs. Hein. Hop. Voilà, on voit que les taux 10 ans et 30 ans rejoignent le taux de la Fed. Le effective rate ici, c'est le taux de la Fed à 3,83. Donc, généralement, c'est entre 3,75 et 4%. Donc là, ici, on le voit à 3,83. Et on voit que les taux, donc 10 ans et 30 ans, les deux qui se trouvent ici, rejoignent la courbe des taux. Du taux directeur. Et ça, c'est significatif que les perspectives de croissance sont à la baisse pour le futur. C'est-à-dire que quand les taux les taux longs deviennent inférieurs aux taux courts, cela veut dire que les attentes de croissance sont beaucoup plus basses qu'à court terme. Donc là, on voit que le taux 2 ans, lui, reste beaucoup plus haut. Hein, il y a toujours une marge entre le taux directeur et le taux 2 ans en orange ici. Hein, on voit bien qu'il y a toujours un spread. Mais les taux longs hein, sur les obligations nous disent qu'actuellement, les attentes de croissance sont plutôt à la baisse. D'où les inversions aussi qu'on a eues des taux 30 ans, 3 mois, puis 10 ans, 3 mois et 2 ans aussi. Donc tout ça, ce sont des inversions qu'il faut prendre en compte. Le pivot, à mon avis, la Fed va pivoter lorsque justement ce spread ici, c'est-à-dire cet écart ici, va rétrécir. Hein. Donc quand on va avoir le taux 2 ans qui va rejoindre le taux directeur, là, ça voudra dire que, c'est-à-dire que lorsqu'il va baisser vers le taux directeur, ça voudra dire que maintenant, la Fed a beaucoup trop augmenté les taux. Donc, pour l'instant, ce que ça nous dit, hein, quand on regarde seulement, par exemple, je vais mettre juste le taux 30 ans, year, hop, si je mets juste le taux 30 ans et que je rajoute le taux 3 mois qui est le taux 3 mois le plus proche de celui de la Fed, puisque plus les taux sont courts, donc 3 mois et 2 ans, plus ça se rapproche vraiment des facteurs de l'inflation et des taux directeurs. Et puis les taux sont longs, plus ils peuvent refléter ce qui se passe un petit peu dans l'économie. Donc là, ce qu'on peut constater entre les deux, log, non, attendez, là, normal, voilà. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une inversion entre les deux, hein, c'est-à-dire que le taux 3 mois est beaucoup plus élevé que le taux donc 30 ans et que là, ça veut dire que pour l'instant, les hausses de taux de la Fed sont en train de toucher la croissance. Donc là, quand on voit que le taux 3 ans reste élevé, ça veut dire que la Fed va continuer d'augmenter ses taux puisqu'elle doit ralentir l'inflation. Et le taux 30 ans nous dit que là, actuellement, peut-être qu'on aura une baisse de croissance à ce niveau. Donc voilà. Donc ça, c'était une petite aperçu de ce niveau-là. Ensuite, entre les secteurs défensifs, alors on peut voir pour ce qui est du secteur industriel versus le secteur de consommation de base, donc cyclique versus défensif. Donc là, on a eu un léger rebond qui a aidé vraiment l'environnement un peu à court terme risk-on pour un mois, hein, c'est-à-dire depuis octobre, la remontée un petit peu des indices. Donc là, on peut le voir aussi. Là, on était en ralentissement de croissance hein, dans cette période ici, mais on a quand même des rebonds, ce qui est normal, c'est technique aussi. Donc là, on a eu un petit rebond ici qui s'est avéré, pardon. Et maintenant, il va falloir surveiller parce que quand on regarde aussi le ratio pour ce qui est consommation de base versus le secteur discrétionnaire qui est beaucoup plus cyclique. Lui, par contre, on constate toujours, vous voyez ici, une forte hausse, ce qui veut dire que le secteur défensif est toujours favorisé par rapport au secteur cyclique. Donc là, on peut le voir que généralement, vous voyez, les spikes sont durant les périodes de récession puisque le secteur défensif est plus défensif que le secteur cyclique. Donc là, vous pouvez voir aussi hein, au niveau de 2007-2008, vous voyez, mi-2007 jusqu'à 2008. Ici, on a eu une hausse du ratio défensif versus cyclique. Et là, c'est un petit peu la même chose qui se passe. Donc, l'opération reste quand même de rester le plus défensif possible hein, pour faire face à tout cela.
Donc voilà, donc ça c'était tout un petit peu pour, aujourd'hui, hein, le tour que je voulais faire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve donc la prochaine fois.